Alors, l'analyse que je fais de notre impuissance politique, c'est que nous appelons démocratie son strict contraire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, c'est pas du tout, mais pas du tout une démocratie, c'est une oligarchie aristocratique. Et c'est pas du tout par hasard ou par le jeu d'acteurs qui seraient véreux, vicieux. Pas du tout. C'est le mécanisme qui est au cœur de nos institutions est aristocratique, qui s'appelle l'élection. L'élection, ça consiste à choisir le meilleur aristocratie. Et on sait depuis des milliers d'années qu'une aristocratie débouche, se transforme toujours en oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns. Monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Démos, le peuple. Cratie, pouvoir. Et une oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns, d'un petit nombre. Et on y est en oligarchie. Vous voyez bien que quelques-uns tiennent les manettes. Mais quelques-uns ne tiennent les manettes, non pas parce qu'ils sont particulièrement mauvais ou particulièrement rusés. Je voudrais insister sur la cause des causes, ça n'est pas le vice de ceux qui nous gouvernent. Pas du tout. Vous mettriez, si vous les tuiez tous, vous en auriez d'autres qui viendraient à la place si vous ne changez pas les institutions. Le problème, ce sont nos institutions. Et dans les institutions du monde, pour l'instant, la procédure reine, celle qui est défendue par tout le monde, les gens de gauche, comme les multinationales, comme les banques, et c'est ça qui est paradoxal, je vous interrogerai à la fin là-dessus, c'est que des gens aussi différents, aux intérêts si différents, défendent l'élection, c'est louche. Excusez-moi, le fait que Goldman Sachs défende l'élection, c'est qu'elle n'a pas grand-chose à en craindre. Effectivement, Goldman Sachs finance intégralement, quasiment, l'élection du président qui ensuite sert ses intérêts. Mais c'est pas propre aux États-Unis. C'est comme ça dans toutes les soi-disant démocraties qui ne peuvent pas être des démocraties à cause de l'élection. Ça veut dire que démocratie, c'est le peuple qui est souverain et ce n'est pas les banques dont nous dépendons. Si vous voulez dépendre à 100% des marchés financiers, on va vers une nouvelle féodalité. Alors, puisque le régime actuel, ils ont réussi à l'appeler démocratie, la place est occupée. Et on n'arrive pas à désigner l'ennemi, puisqu'on nomme le régime qui nous pose problème du nom de ce qui réglerait le problème. C'est-à-dire qu'on appelle démocratie le problème. Le régime qui pose problème, on l'appelle du nom de la solution. Donc on a un problème de mots. Alors d'où ça vient ça? Et c'était un complot? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, quand ceux qui ont conçu le régime actuel, ça s'est passé fin du XVIIIe. Ça s'est passé en Grande-Bretagne, puis ça s'est passé aux États-Unis, puis ça s'est passé en France en 1789. Mais en gros, fin du XVIIIe, se sont mis en place des institutions qu'on appelle et qu'ils ont appelées, ils n'ont pas du tout appelé démocratie, ils savaient très bien ce qu'était la démocratie, ils connaissaient le monde athénien, ils étaient très cultivés, c'était des hellénistes, ils connaissaient le monde grec, mais ils n'en voulaient pas du tout. Sieyès, vous savez celui qui a écrit Qu'est-ce que le tiers-État? Un des penseurs, un des plus grands penseurs de la Révolution française. Madison aux États-Unis, qui est un des plus grands penseurs, un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Ces gens-là n'avaient pas du tout en tête de fabriquer une démocratie. Pas du tout. Ils n'en voulaient pas la démocratie. Pour eux, c'était l'anarchie, c'était la populace. Ils étaient élitistes. Ils disaient le peuple n'est pas capable de gérer ses affaires. Les fondateurs des institutions de nos gouvernements, qui s'appellent le gouvernement représentatif. Gouvernement représentatif, pas du tout la démocratie. Ces gens-là pensaient honnêtement. C'était pas des affreux, puisqu'ils nous sortaient de l'ancien régime, qui était un régime pire, mais ils ne voulaient pas du tout de la démocratie. Et quand on parlait de démocratie, c'était presque une insulte, c'était péjoratif, c'était pas un mot positif, c'était pas ce que c'est devenu après. C'est par un retournement de vocabulaire, c'est par une ruse de l'histoire, qu'au début du XIXe siècle, le mot démocratie s'est mis à désigner ce régime. Prenant en compte l'égalité comme point commun, les auteurs politiques se sont mis progressivement à parler de démocratie, et tout le monde s'y est mis. Et vous voyez bien que les élus
Ils ont trouvé leur compte, puisqu'ils appelaient démocratie un régime qui leur permettait de se faire élire et donc d'avoir le pouvoir. Les élus, c'est les notables, ce n'était pas les ouvriers, les élus. Donc, ça s'est fait, non pas, c'est pas un complot, mais ça s'est fait parce que les gens y avaient un intérêt. Les gens au pouvoir avaient un intérêt. Tocqueville disait, c'est quand même gros, quoi. Hein. Tocqueville, donc l'icône du libéralisme, disait, je ne crains pas le suffrage universel. Les gens voteront comme on leur dira. Il savait déjà, 1835, il savait déjà, début du 19e, tout début de l'élection, il savait très bien. On renverserait personne, on ne mettrait jamais des pauvres au pouvoir avec l'élection. Jamais. Ils le savent très bien depuis le début. On commence par le commencement. Les Athéniens, après des siècles de tyrannie, ont un objectif pratique, c'est l'égalité réelle, l'égalité politique réelle. Pas l'égalité sociale, pas l'égalité économique. Ils savent bien qu'ils ne sont pas égaux. Pas l'égalité physique. Non, l'égalité politique. Quand on prend des décisions, on les prend ensemble et à l'Assemblée, un homme, une voix. À l'Assemblée du peuple, pas l'Assemblée des représentants. L'Assemblée du peuple. C'est l'Assemblée du peuple. Donc, l'objectif, et lui, il faudrait lui mettre une couleur particulière parce que c'est comme c'est le centre, c'est le cœur, c'est ce qu'on ne doit pas oublier quand on va penser aux autres institutions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté, les Athéniens? Et on constate, nous, la même chose. Ils ont constaté que le pouvoir corrompt, et il faut un peu de temps, mais au bout du compte, personne n'y résiste, même les plus vertueux deviennent corrompus, ils se mettent à poursuivre leur intérêt personnel au lieu de poursuivre l'intérêt général. Constatant ça, c'est des faits, et c'est des faits qu'on voit encore aujourd'hui. On voit bien que la richesse et le pouvoir, les privilèges, ça nous change. Et même si on est bon au départ, on est moins bon, comme les drogués qui avons besoin de notre drogue après, quand on a pris le goût, on a envie que ça dure. Et cette envie-là passe avant l'intérêt général. Prenant acte de ça, ce que ne fait pas l'élection, prenant acte de ça, les Athéniens ont défini des sous-objectifs qu'il faut bien comprendre comme au cœur et indispensables. Premier sous-objectif et deuxième sous-objectif qui vont ensemble, c'est l'amateurisme politique. Donc il faut donc avec comme institution, donc là c'est en gris parce que c'est en couleur c'est en vert, ce sont les institutions, et là c'est les objectifs qui nous font choisir telle et telle institution. Mais donc, rotation des charges, ils font tourner le pouvoir, puisque le pouvoir corrompt, eh bien on ne leur laisse jamais longtemps. On fait tourner le pouvoir pour que ça n'ait pas le temps de les corrompre. Et puis le résultat, ça va être qu'il n'y a pas de professionnalisme. On ne veut pas de professionnels du tout, disaient les Athéniens. On n'en veut pas parce que c'est le cœur de la corruption. Bon, là on n'est pas encore dans les institutions. On en est au cœur de ce qui a motivé la démocratie. La démocratie, elle a existé pour atteindre ses objectifs. Et on pourrait très bien prendre les mêmes pour nous aujourd'hui, en disant, on veut qu'ils soient amateurs, donc il faut que ça tourne, c'est parce qu'on veut qu'ils soient amateurs qu'il faut que ça tourne, c'est parce que ça tourne qu'ils seront amateurs, c'est complètement, ça va ensemble, et tout ça va servir l'égalité. Comprendre qu'il y a une cohérence là-dedans. Et que si je laisse se former une caste de politiciens, je ne vais pas atteindre mon objectif d'égalité. Je vais avoir des professionnels et on ne va plus être égaux. Politiquement. Politiquement, hein, je ne parle pas d'égalité, je sais bien qu'on est inégaux, ils savaient bien qu'on est inégaux devant la richesse, devant l'intelligence, mais politiquement, il faut qu'on soit égaux. C'est ça, le projet démocratique, c'est ça. Donc, les donneurs d'alerte, on en a quelques-uns, des gratinés quand même, on en a des courageux qui se donnent du mal. Il faudrait que les institutions les protègent particulièrement, un peu comme le droit du travail, protègent particulièrement les délégués syndicaux ou les délégués du personnel. Bon, les institutions athéniennes garantissaient à chacun ce droit de parole. Ça s'appelle les égorias, c'est une institution essentielle. Et ça rendait les citoyens actifs. Le fait, quand vous donnez la parole aux gens et quand vous tenez compte de leurs paroles, ben les gens, ils se donnent du mal. Au contraire, quand vous avez des institutions qui font comme si ce que vous disiez n'avait aucune influence, ben ça dissuade les gens de se donner du mal. On se plaint aujourd'hui de citoyens passifs, mais les institutions rendent passifs. À quoi bon être actif, puisque de toute façon, ça ne changera rien. Les riches de l'époque n'avaient souvent aucun pouvoir politique. C'était des métèques, on les appelle, c'était des étrangers. Et souvent, les Athéniens les faisaient venir, avec leur richesse,
Donc il leur permettait de s'installer en leur garantissant qu'on n'allait pas leur prendre leurs biens. Et finalement, les riches, là, ces métèques, faisaient leurs affaires, ils vivaient très confortablement, ils s'étaient très bien installés, ils n'avaient aucun pouvoir politique, mais manifestement, pendant 200 ans, ça ne les a pas empêchés de prospérer. Et Athènes était une cité très prospère. Alors, je dis pas, je sais qu'elle était colonialiste, qu'elle était guerrière, qu'elle faisait des expéditions, comme tous les peuples de l'époque. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme les Athéniens, je dis juste que, par rapport aux autres cités de l'époque, c'était une cité d'une remarquable stabilité, d'une grande prospérité, avec une activité politique intense, et surtout, moi ce qui me paraît transposable aujourd'hui, et le germe qui m'intéresse, Castoriadis, un philosophe immense, disait que Athènes, c'est pas un modèle, parce qu'il y a tas de choses qu'on ne veut pas de la société athénienne, mais c'est un germe. Et il me semble que le germe, il est là. Ce truc-là qui fait que les riches ne dirigent jamais. Blum désigne un ministre des Finances, Théoriol. Il désigne son ministre des Finances. Et comme d'habitude dans la Troisième République, élection, comme d'habitude dans la Troisième République, le ministre des Finances, avant de prendre son portefeuille et de commencer à faire son métier de ministre, il va où? Il va à la Banque de France. Dans le bureau de la Banque de France, le patron de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France, c'est en même temps le patron du comité des forges, donc c'est le patron du MEDEF de l'époque, c'est le même bonhomme. C'était privé à l'époque. C'était privé. Mais bien sûr, la Banque de France était privée, bien sûr, mais c'est complètement privé tout ça. Le ministre des Finances, avant de pouvoir être ministre des Finances, va promettre au gouverneur de la Banque de France, qui est en même temps patron du comité des forges, il va promettre quoi? Qu'il n'augmentera pas les salaires. C'est ça l'objectif. Et donc l'élection qui amène la gauche enfin au pouvoir, ben cette gauche, avant d'avoir le pouvoir, il faut qu'elle promette aux riches que le pire du pire est garanti pour nous. Donc l'élection, il faut comprendre que même quand on élit des gens qui, soi-disant, regardez, en 81, quoi, on élit Mitterrand. Moi je chantais, j'étais content. Mitterrand. Attends, combien de temps il a mis à nous trahir au dernier degré, à faire ce que jamais l'extrême droite n'aurait fait, jamais. Et c'est la gauche. C'est le résultat de l'élection. C'est lui qui a contribué le plus à la dette. Ben oui, à la dette, absolument. Il était à gauche de l'extrême droite. Il n'était même pas à gauche, il était à droite. Il était à droite, puis en fait, il nous enfume, tous ces gens-là nous enfument avec des mots, quoi, parce que je vous rappelle qu'on est très sensible au boba. Aujourd'hui, l'histoire est révélée aussi avec Mitterrand, L'Oréal et tout ça, parce que c'est lié aussi à la Banque fédérale américaine à travers les nazis. Mais bon, ça, on en parlera un autre jour. Alors, je crois que c'est pas la peine de développer sur la trahison des partis de gauche une fois au pouvoir. Je dis, on en a gros sur la patate tous. Je veux dire, c'est pas la peine de développer. J'ai aucune spécificité là-dessus. Moi, ce que je crois que ce qu'il y a d'original dans ce que je vous raconte, c'est sur l'alternative, qui n'est pas une alternative pour tout de suite. Je suis désolé. Ça va pas être immédiat. Il faut d'abord qu'on se passe le mot entre nous et qu'on soit des millions à défendre cette idée. Tant qu'on sera une poignée de 100 ou 1000 personnes, ça ne suffira pas, ça ne changera pas. Il faut que ça se diffuse. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, on fasse ce boulot d'explication pour comprendre, quoi, pour arrêter de croire aux bobards, aux histoires, aux mythes, et puis qu'on regarde les faits. Et puis quand on regarde les faits, qu'on s'aperçoit que... Attends, on est en train de nous dire que c'est ça le progrès social, mais qu'on n'arrive pas au progrès social tant que c'est les riches qui dirigent. Les riches, ils ne veulent pas du progrès social. Non. Regardez l'expérience des Athéniens, c'était il y a 2500 ans, et c'est quand même intéressant. Donc vous avez compris, c'est des mandats courts non renouvelables. Les mandats courts, c'était 6 mois, 1 an, rarement plus d'1 an, et non renouvelables. Non renouvelables dans la même fonction. C'est-à-dire que si j'ai été tiré au sort pour une fonction, je peux être tiré au sort pour une autre fonction, mais plus pour celle-là. En tout cas, il y avait des variations. En tout cas, ça c'était absolument essentiel. Je mets ça dans les institutions. Le cœur d'une démocratie, c'est au centre. Ça, si vous retirez ça, ça y est, vous avez perdu la démocratie. Alors, donc il y a des mandats, et donc il y a des contrôles. Et c'est ça qui est très important. Il faudra que je pense à dire ça au moment de la synthèse, parce qu'entre l'élection et le tirage au sort, le fond du fond, ce qui fait que c'est malin, c'est le fond du fond. Mais j'y viendrai après. Donc, le mandat est l'objet de plein de contrôles, des contrôles avant, des contrôles pendant, des contrôles à la fin du mandat et des contrôles après le mandat. Donc ces contrôles, ils en avaient tout le temps. Il faut comprendre que le tir au sort, ils avaient peur. Ce n'est pas la même chose que les élus aujourd'hui.
ne sais pas si vous voyez la différence, les tireurs au sort, ils avaient le sens d'une responsabilité, d'un devoir, ils ne venaient pas se goinfrer en étant impunis de tout, irresponsables. Ça n'a rien à voir.